Salut! Vous écoutez Confidence d'un sportif, un podcast réalisé par Sacha et Natacha. Ensemble, on a toujours beaucoup parlé de sport. On débat de chaque actualité, de nombreuses personnalités suscitent notre intérêt et beaucoup de sujets nous questionnent encore aujourd'hui. Alors, on est parti à la rencontre de sportives et de sportifs, et aujourd'hui, on vous fait découvrir des parcours de vie atypiques, des personnes inspirantes et des thématiques qui nous paraissent importantes à mettre en lumière. On espère que ces conversations vous plairont autant qu'à nous. Bonne écoute! Quand tu arrives en études supérieures, c'est quand même pas mal sous l'eau. En France, on valorise pas comme il faudrait les sportifs de haut niveau. En fait, on est souvent en stage à l'étranger, et c'est ça qui crée un peu les coupures. C'est engageant, mais c'est pas impossible, et je pense que de plus en plus, on est en capacité d'avoir des études adaptées pour être sportif de niveau. C'est compliqué de suivre des études. Il faut assister aux cours, parfois des journées entières, être attentif, assimiler. Il faut réviser, passer des examens, et puis les études sont parfois chères, il faut trouver le moyen de les financer. Alors imaginez que vous deviez suivre des études et en même temps faire une préparation olympique. C'est ce double challenge qu'Émile Amoros, sportif de haut niveau en voile olympique, a tenté en suivant des études de kinésithérapie puis des études de commerce. Émile est à notre micro aujourd'hui pour nous expliquer ce double projet et le quotidien qui en découle. Petite parenthèse, Natacha enregistre toute seule l'épisode, ne soyez pas surpris, mais c'est exceptionnel, on vous le promet. Salut Émile! Salut! Bienvenue dans notre podcast Confidence d'un sportif. On est trop contente de te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc là, on enregistre la semaine de la rentrée parce qu'on a fait une petite pause avec le podcast au mois d'août. Et là, on reprend cette semaine. Et justement, pour la rentrée, on voulait parler des études. On voulait parler avec toi de la complexité de concilier études et carrière de sportif de haut niveau. Et plus particulièrement de préparation olympique, car tu as pour objectif Los Angeles 2028, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça. Donc nous, on s'est connus en école de kinésithérapie à Nantes. Et il me semble que depuis, tu as changé de voie. Donc on va en parler tout à l'heure. Avant de commencer notre échange, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs ? Oui, donc je m'appelle Émile Amoros, j'ai tout juste 30 ans depuis quelques jours. Je suis sportif de haut niveau en voile olympique depuis 2014 à haut niveau, mais j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Donc voilà, après les études, on va avoir le temps d'en parler, mais je suis en préparation olympique pour Los Angeles 2028. Il n'y a qu'un bateau par nation qui ira, donc on aura le temps aussi de revenir dessus, je pense. Et du coup, tu as commencé à 8 ans la voile, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai commencé au club nautique de Pornic. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, et mes parents voulaient que je fasse un sport au bord de la mer. Et tout de suite, ça m'a plu, le fait de pouvoir régler les voiles, avancer avec le vent, c'est quelque chose que je disais déjà, et j'ai accroché. Ouais. Oui, parce que tu viens du Canada. Hein. C'est ça, je suis franco-canadien, et j'ai passé de 2 à 8 ans, j'habitais à Montréal et à Vancouver. Ok, donc tu découvres la voile, tu as commencé, j'imagine, avec l'optimisme. Ouais, exactement. Optimiste. Ouais, optimiste, c'est ça. C'est ça. Ok. Et à ce moment-là, donc, quand tu as commencé, tu t'es dit, ok, c'est trop cool, je vais continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que tu fasses après une carrière La première année, c'est la découverte. Donc, c'est en optimiste, on appelle ça optimiste alu. Donc, c'est optimiste où tu peux faire un peu auto-tamponneuse. Et après, j'ai été en équipe compétition. Assez vite, ça m'a vraiment plu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué ça tout le collège. Et après, je suis passé en sport-études à la Baule. Et petit à petit, en fait, c'est vraiment fait étape par étape, mais j'ai toujours, chaque rentrée, repris le chemin de l'entraînement. Et petit à petit, jusqu'à la sélection aux Jeux en 2020. Et là, encore en préparation olympique pour 2028. Ouais, parce qu'en gros, là, jusqu'au lycée, tu as fait un cursus normal en soi. Enfin, tu étais en études sport, mais tu faisais tes études aussi lycée, quoi, normal. Oui. Et du coup, ta discipline en voile, c'est le 49er, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En voile olympique, tu as 5 bateaux différents. Donc, très rapidement, tu as le catamaran, la planche à voile, le kite, le laser qui est un bateau tout seul, le 470 qui est un bateau à deux, et le 49er. On va se concentrer sur le 49er. Il y a 60 mètres carrés de voile. Le bateau pèse 94 kilos. Il faut imaginer que c'est le bateau le plus instable. C'est comme le vélo, si tu le laisses tout seul, il se retourne. Donc, il faut vraiment une certaine agilité, une vitesse pour pouvoir le garder en équilibre. Et sur ce bateau, t'es pas tout seul ? T'es avec quelqu'un ? Ouais, exactement, les deux. Donc, il y a un barreur qui s'appelle... moi, mon barreur, c'est Lucas. Et moi, je suis équipier. Et donc, on se répartit les rôles pour gérer toute la surface de voile et essayer d'aller le plus vite possible. Ok. Mais comment t'as choisi, du coup, le 49er ? En fait, quand le sport-études autour de chez moi, c'était la Baule. Et
Et le bateau proposé, c'était le 29er, qui est le petit frère du 49er. Et naturellement, tu diriges vers le 49er ensuite. Et c'est les deux bateaux. Maintenant, il y a les bateaux à foil, donc les bateaux qui volent, mais il y a 10 ans, c'était les bateaux les plus rapides. Donc déjà, c'était les bateaux qui me donnaient vraiment envie. D'ailleurs, si je me trompe pas, tu as été champion du monde en 29er, donc plus jeune, en 2012 à Chypre, avec Lucas aussi. Ouais, c'est ça. Donc on a été champion du monde, c'était en 2013 même. C'était pour notre petite carrière de jeunes, c'était déjà un aboutissement parce que c'est vraiment les JO jeunes, parce qu'il n'y en a qu'un par nation qui y va. Et donc ça, c'était justement au lycée à la Baule. Et c'était un vrai tremplin pour nous après pour passer sur le bateau olympique. Ouais. Quand tu es devenu champion du monde, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ça, que tu allais vraiment aller jusqu'au bout, vraiment plus loin et que tu allais continuer Champion du monde, ça valide en quelque sorte le travail que tu as fait pendant tout le sport-études du lycée. Ça montre que sportivement, les entraînements sont bien faits, que tu as bien travaillé. Et c'est un petit coup de booster pour passer sur le monde de l'olympisme. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a vraiment une marche énorme entre champion du monde jeune, mais après passer sur les bateaux olympiques, parce que tu changes de bateau. Et c'est vraiment très difficile. Donc c'est un coup de booster de la part aussi de la Fédé qui va t'aider un peu plus. Mais ça te lance dans de bonnes conditions pour te lancer en préparation olympique. Ok. Toi, en fait, quand tu es passé sportif de haut niveau, est-ce que ça a été déjà un choix en fait quand même difficile de prendre cette voie-là? Parce que souvent tu es jeune en fait quand tu te dis allez, je vais partir sur une carrière professionnelle en sport. Et est-ce que ça a été un choix difficile en termes de, par exemple, le fait de te dire je vais peut-être faire une croix sur ma jeunesse, moins voir mes proches. Est-ce que ça t'y as pensé, ou c'est plus tard après que tu te dis ah oui en fait j'avais pas pensé à ça? C'est une bonne question. Franchement, ça s'est fait de manière assez naturelle, petit à petit. En fait, dès le primaire collège, tu fais plus les anniversaires du mercredi. Donc ce genre de choses-là. Alors que c'est trop bien. Je sais pas, j'ai pas connu. Mais c'est des petites concessions qui valent franchement le coup. Et tu gardes une vie sociale, une vie amicale, une vie de famille. C'est juste qu'il y a des concessions à faire. Mais on a aussi fait de super beaux voyages. Enfin, je me suis toujours retrouvé. Tu vois, tu as aussi pas mal de temps dans les valises. On n'a pas le temps de beaucoup visiter. Mais on voyage quand même pas mal. Ouais. Et tu vois, au Japon, on a fait 4 fois 3 semaines. Ouais. J'aurais jamais été autant si j'avais pas fait les jeux. Bah ouais. On va rentrer dans le vif du sujet, à savoir les études. Déjà, de manière générale, comment ça se passe pour un sportif de haut niveau, l'accès aux études? En France, il y a vraiment aucun... Enfin, pas aucun, mais pas beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que t'es comme tout le monde, par exemple, aux États-Unis, t'as des vrais cours aménagés, t'as des bourses. En France, c'est pas... On valorise pas comme il faudrait les sportifs de haut niveau, ce qui fait que tu passes par Parcoursup normal, et après, tu vois avec ton référent pour avoir des jours en moins, mais en fait, tu es excusé de ne pas être là. Donc moi, je suis rentré en STAPS kiné. Ce qui est un peu particulier pour STAPS kiné, c'est que moi, du coup, j'ai décidé de mettre en stand-by ma carrière de sportif la première année d'études, parce que c'est un concours et que j'ai pris la voie normale sans l'avantage sportif de niveau, donc j'ai vraiment mis de côté les études. Pour rentrer en école de kiné, par exemple, je crois que c'est 2 places par an pour les sportifs de niveau. Moi, je n'avais pas été pris à ce moment-là, mais tu as des mini-passerelles. Mais globalement, pour être pris par le cursus normal, moi, j'ai dû faire une pause voile pendant 1 an. D'accord. Oui, toi, tu as fait le vrai parcours STAPS, comme tout le monde. Ouais, le vrai concours où on était une centaine en STAPS kiné, ils en retenaient 30 à la fin. Le seul avantage que j'ai eu, c'est que pour rentrer dans le cursus STAPS kiné, dans la centaine, il n'y a pas que mon dossier de notes qui a compté, c'est aussi mon dossier sportif. Mais après, toute l'année, j'ai dû montrer et puis avoir les notes pour être dans les 30 premiers pour entrer en kiné. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs comment ça se passe du coup en tant qu'étudiant, quand tu es sportif de haut niveau? Moi, je crois me souvenir que tu avais un planning aménagé, que tu pouvais réaliser une année par exemple en 2 ans. Qu'est-ce qu'ils proposent en général pour vous, sportifs de haut niveau? Quand tu passes du coup cette année de concours où là il n'y avait pas d'aménagement possible, donc tu m'as dit non, je rentre en kiné. Ce qui se passe, c'est que tu peux dédoubler ta première année. Enfin, moi je l'ai fait directement, mais tu peux dédoubler. Et franchement, honnêtement, kiné, c'est super dur de faire en même temps que le sport de haut niveau. Donc, ce qu'ils te proposent, c'est de rater les TP, tu as le droit de les rater. Tu demandes à des amis pour récupérer les cours, et tu as des profs sympas qui t'aident si tu as des questions précises. Et c'est dédoublé. Donc, c'est-à-dire que ma deuxième année, je l'ai dédoublé, moi. Mais kiné, particulièrement, c'est très difficile de ne pas être là. Et quand je parle à des amis qui font des sports où tu n'as pas besoin de te déplacer autant que nous, comme le volley, l'athlé,
eux, ils arrivent à avoir un rythme normal, mais nous, en fait, on est souvent en stage à l'étranger. Et c'est ça qui crée un peu les coupures. Et puis c'est des études aussi où on a pas mal de stages à faire. Bah, les stages, je m'arrangeais pour que mon maître de stage me laisse le mercredi après-midi, que le jeudi après-midi, je mettais les heures un peu plus le lundi, mardi. Il y a des arrangements comme ça. Mais c'est vrai que je crois qu'il y avait 6 semaines ou 8 semaines. Moi, je ne pouvais pas faire 6 semaines ou 8 semaines d'affilée, Ouais. quoi. Je les découpais. C'était du coup vraiment important pour toi de faire des études parce que tu dis que par exemple il y a une année où tu as mis la voile de côté pour tes études. Tu avais quand même ça en tête que vraiment les études c'était primordial. Dans un sport, donc on appelle ça un sport confidentiel comme la voile olympique. C'est pas un sport dans lequel tu vas gagner ta vie pour ne plus travailler après. Donc là, on gagne notre vie grâce à l'armée qui nous soutient. Donc ça, c'est vraiment important. On aura le temps de revenir dessus. Mais après, faut trouver un boulot, quoi. Donc je savais qu'il fallait que je trouve un métier. Donc l'énergie à mettre là-dedans était, on va dire, naturelle pour moi, quoi. Puis j'imagine que c'est aussi en quelque sorte un plan B dans n'importe quelle carrière sportive. Si t'arrives par exemple une blessure invalidante ou autre, en fait. C'est ça, c'est un plan B et c'est aussi au final un équilibre parce que tu vois d'autres personnes, tu sors avec les gens de kiné et puis tu vois aussi un autre univers que juste ton milieu sportif voile. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers la kinésithérapie? Honnêtement, mon frère s'est cassé le kinésithérapie, je pensais Non, ça. en fait, je sais pas, c'était pas français ce que je dis, non? Si, qu'est-ce qui t'a attiré vers la kinésithérapie? Oui, si, oui, ouais. Et mon frère s'était cassé le genou, les ligaments croisés. Ça, c'était quand Le j'étais truc au que je collège. préfère. C'est vrai? Opéré, donc rééducation. Donc voilà, j'ai suivi les séances, ça m'a plu. Et puis le métier, je le trouvais beau. Tu peux travailler d'un peu où tu voulais. C'était des compétences que je trouvais. Travailler avec l'humain, ça me plaisait bien aussi. Et puis comprendre le corps, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc j'ai dit oui à la kiné. C'est vrai que c'est un très beau métier. Et quel souvenir tu as de tes études de kiné? Franchement, c'était très engageant parce que tu dois gérer. En fait, quand tu arrives en études supérieures, sorti du lycée en sport de haut niveau, nous, on devait prendre du poids, on devait trouver des sous, on devait être bon sportif de niveau, être bonne amie. Et en fait, t'es quand même pas mal sous l'eau, hein. Donc, moi, j'ai ces souvenirs de orga que tu devais avoir à fond, ce qui est de base pas mon trait naturel, d'être très organisé, mais t'es obligé. Et t'as pas vraiment un moment pour toi. J'enchaînais les stages, le projet voile, les études, les amis. Donc c'était vraiment compliqué de faire tout en même temps. Donc c'était pas beaucoup de repos et quand même un rythme assez engageant. C'est ça comme j'ai comme souvenir. T'as déjà ressenti, par exemple, quand t'étais en régate ou parti un petit peu loin, le FOMO? Petite précision. FOMO signifie Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer un événement auquel on ne peut pas être présent. Je suis pas trop FOMO. J'ai cette chance-là quand même. Donc, Bien. donc non. Mais plus l'envie d'avoir plus de temps pour soi, de profiter, de faire autre chose, de pas être dans cette cycle et ce rythme un peu rapide, quoi. T'avais fait une pause à un moment dans tes études? Oui. Mais j'ai fait 8 ans de pause de... T'as fait 8 ans de pause? Parce qu'en fait, j'ai arrêté en 2000... Attends, j'ai fait 3 ans d'études de kiné et on est arrivé avec Lucas en se disant, bon, bah là, maintenant, on veut vraiment aller à Tokyo. Donc en 2016, début d'Olympiade, juste après les Jeux, on s'est dit, bon, bah, on met de côté les études. Donc là, on met de côté les études et ça a duré une Olympiade, 2 Olympiades, donc 8 ans de pause. Mais ça se passe comment, du coup, quand tu fais une pause comme ça et que tu décides de retourner dans ton cursus? C'est vraiment hyper engageant parce que tu dis à tes profs que tu n'arrives pas à allier les deux, que tu veux vraiment te mettre à 100% dans ton sport. Et ils te proposent de te mettre, je sais plus c'est quoi le nom, c'est pas mise en dispo, mais tu t'arrêtes, quoi. Et normalement, tu peux faire que 4 ans, j'ai négocié pour faire plus. Ouais. Et après, quand on est reparti pour Los Angeles, je sais pas quand est-ce qu'on en parle, mais moi j'ai... Après, ok. donc voilà, donc j'ai fait, je crois que c'est 8 ans de pause que j'ai fait de kiné. S'il y a des choses que tu as validées, par exemple, une année et qu'après tu t'absentes 8 ans, tu dois peut-être revalider. Non. Ce que tu as validé, il te le laisse, heureusement. Et il y a même une matière où c'était l'histologie qui m'ont même donné parce que ça avait changé. Donc ça, c'était un des seuls avantages. C'était horrible, ça. C'était horrible. Mais d'ailleurs, ils l'ont enlevé. Hein, parce que ça, c'était une matière de médecine qui servait vraiment pas beaucoup. Compliqué. Les JO arrivent en 2020. Donc à cause du Covid, les JO 2020 sont reportés à 2021. Déjà, ça s'est passé comment pour toi ces Jeux? T'es content ou pas? Déjà, il y a le Covid.
il y a l'annonce du confinement et on ne savait pas encore si les jeux allaient avoir lieu. Ouais. Donc ils nous disent que ça va avoir lieu un an après et surtout ils nous disent qu'on va rester sélectionné. Et donc en fait, on a eu tellement peur que les jeux n'aient pas eu lieu que même des jeux à huis clos comme on a vécu, moi j'étais content d'y aller. Ouais. Après c'était vraiment atypique parce qu'on était dans l'hôtel confiné, il y avait un test PCR tous les jours, c'était vraiment c'était une bulle quoi. Donc tu prenais la navette, t'allais à la marina et tu revenais à l'hôtel, donc c'était une bulle sanitaire, on n'a pas mis un pied dans le Japon. Et du coup, ton résultat? Nous au jeu on fait 14e, Ouais. 14e sur 20. Donc le résultat c'est pas ce qu'on attendait, mais pour des premiers jeux c'était vraiment une expérience de fou et puis ça nous a vraiment donné envie de repartir, d'y retourner. Et moi il y a 2-3 amis qui étaient là-bas qui sont montés sur le podium quoi, et à voir c'était vraiment magique, ça m'a vraiment donné envie de réessayer. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment qu'un équipage qui est sélectionné, quoi. Donc c'est très très dur d'aller au jeu. Bah oui, en France déjà on est vraiment bon quand même. Donc tu vois, nous on a fait champion d'Europe en 2023, les autres Français ont fait champion du monde. T'as les Australiens, ça arrivait qu'ils soient 1 et 2 mondiaux et t'en as que un qui va par nation. Donc c'est pas des quotas comme tu pourrais voir en athlé ou dans d'autres sports, c'est vraiment un par nation. Ce qui fait que souvent le 2 ou 3e des nations fortes est meilleur que le premier de la nation qui est 10 ou 15e. Ouais. Donc il faut juste accepter ça, le comprendre. Mais le deal, il est fait dès le début. C'est juste que c'est frustrant parce que nous, on était meilleurs à Paris que ce qu'on était à Tokyo. Enfin, en termes d'années, je veux dire, on avait progressé en fait. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est bien aussi, enfin, tu m'en avais déjà parlé, c'est qu'il n'y a pas trop d'âge dans la voile en fait. Tu peux quand même faire carrière assez longtemps, contrairement à d'autres sports comme l'athlé par exemple. C'est vrai. Après, le bateau qu'on fait, c'est un des bateaux les plus physiques. Mon poste encore plus que le poste de barreur. Il y a vraiment une grosse différence d'engagement physique entre barreur et équipier. Et donc mon poste, là j'ai passé la trentaine, j'ai fait jusqu'à 33-34, mais je ne referai pas d'Olympiade après. Tu passes sur d'autres bateaux par contre, tu peux faire plein d'autres choses, mais le bateau olympique, celui-là en particulier, tu t'arrêtes à Tu 35. devrais plus par exemple faire comme Sébastien Rogue après. Encore une petite précision. Sébastien Rogue est un navigateur ayant notamment gagné la Transat Jacques Vabre en 2021. Il était le premier invité de notre podcast. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Seabrook, j'aime bien leur bateau. Je trouve que c'est des beaux bateaux, le circuit est beau. En tout cas, de plus en plus, je réfléchis à continuer vers la voile professionnelle, la course au large. Ouais. On a fait un stage à Lorient là, dernièrement avec la Fédé. On a visité la base Banque Populaire. C'est vraiment un monde qui me donne envie et dans lequel j'ai envie de plus en plus de tendre. Ouais. Ok, trop bien. Donc, objectif JO 2028. C'est ça. Donc, ça se passe comment ? On a relancé le projet avec Lucas, le même barreur avec qui on a été champion du monde en 2013. Ouais. Le même entraîneur Fabrice, le soutien de la Fédé, le soutien de l'armée qui nous suit au quotidien pour qu'on puisse avoir de la sérénité dans nos projets. Et une très très grosse envie de prendre l'expérience qu'on a acquise les 10 dernières années et de la retransférer pour aller chercher de la haute performance. Donc voilà, je suis content parce qu'on va naviguer pas mal en France aussi ces prochains mois, années. Donc après avoir voyagé beaucoup, c'est vraiment grave d'être là aussi. Et une très grosse envie d'aller chercher les petits détails qui nous ont manqué pour vraiment, je pense qu'on a le potentiel pour aller chercher la sélection et une médaille. Quand tu vois Marseille, il n'y avait pas de vent, donc c'était vraiment plutôt nos conditions. Nos copains français ont été très bons toute l'Olympiade, mais n'ont pas fait des bons jeux. Et nos copains d'entraînement qui étaient américains et néo-zélandais font 2 et 3. Donc on avait vraiment notre créneau, donc c'est juste un marqueur de performance pour se dire qu'on avait notre place pour être médaillable à Marseille. Donc tu le prends juste factuellement en te disant bah ouais, mais je veux aussi ma place maintenant à Los Angeles, quoi. Bah oui, bien sûr. Parce que quand tu dis Marseille, c'est par rapport aux Jeux. Hein, ouais, les Jeux de 2024. Oui, c'était à Marseille. Ouais. Ok, là au niveau des qualifications, ça se passe comment ? C'est sur plusieurs étapes ? Les qualifications, pour l'instant, la Fédé, elle définit pas ce qui se passera. Souvent, elle annonce 1 an et demi à 2 ans avant les Jeux. Okay. Et donc là, c'est trop tôt, on n'a pas les critères de qualification encore. Mais souvent, c'est sur les grosses échéances où ils regardent les bateaux. C'est pas une regate entre Français, c'est un championnat du monde où ils vont regarder le meilleur Français, quoi. Donc là, de toute façon, il faut tout donner à chaque compète et puis voir ce que ça donne au niveau des qualifs. Pour en revenir aux études, donc là, tu as changé de voie complètement. Ouais. Tu es passé dans des études de commerce, si j'ai bien suivi. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà expliquer pourquoi tu as switché d'études ? Je pense que je l'ai un peu dit déjà, mais études de kiné, si tu fais du sport de haut niveau, surtout de la voile, oui, tu te déplaces beaucoup, c'est vraiment compliqué, hein. Le métier me plaît beaucoup, mais je ne me voyais pas en 2028 reprendre mes 3 ans d'études.
Donc je me suis dit, bah non mais là c'est pas possible, donc j'ai cherché des études qui se faisaient plutôt en ligne. Et donc l'EM Lyon, c'est une très bonne école de commerce, propose des formations. C'est des executive masters, c'est comme des MBA, où les cours c'est le soir, c'est pour ceux qui travaillent en fait déjà. Et ça te permet d'avoir... bah, moi, ils m'ont pris en Master 1 et en 2 ans, tu as le Master 2 en cours du soir, donc c'est engageant. Franchement, c'est hyper engageant pendant la semaine. Mais moi, je suis très content parce que je peux faire ça un peu de partout. Et quand je vois qu'en kiné, je devais faire 2 heures de route pour aller à Nantes pour mon TP qui durait 2 heures, Ouais. franchement, c'était fatigant, quoi. Ouais, je comprends totalement. Donc oui, là, t'es assez libre quand même. Enfin, t'as du temps pour toi. Tout est en ligne, donc t'as pas à te rendre à Lyon, du coup. Non, mais c'est vraiment... On a été quelques fois, mais les Ouais. cours, c'est vraiment en ligne. Ouais. Donc, tu as beaucoup de travaux de groupe à rendre. Tu as des travaux individuels à rendre aussi. Mhm. Les cours sont vraiment de qualité. Et donc, c'est un executive master management général. Donc, c'est vraiment fait pour monter en compétences dans les entreprises. C'est des gens qui ont souvent une dizaine d'années d'expérience, qui veulent monter en Mhm. poste, qui font cette formation-là pour monter dans leur boulot. Et tu as 10% de sportifs de haut niveau, tous sports de haut niveau confondus, qui ont été pris dans cette formation aussi. En gros, dans 2 ans à peu près, Mhm. t'as un diplôme. 1 an. 1 an. Ouais, un Ok. peu moins d'1 an, ouais. Parce que moi j'ai démarré en septembre dernier déjà. Ok, d'accord. Et tu voudrais faire quoi du coup Mais ça c'est une bonne question. C'est le nom, il indique aussi bien le diplôme, c'est Executive Master Management Général. Donc moi mon objectif c'est vraiment dans 2-3 ans de savoir si je veux continuer dans la voile ou si je veux passer dans le monde de l'entreprise. Donc je vais faire des stages, mais je veux vraiment commencer à avoir une idée de reconversion. Est-ce que vous êtes guidé par rapport à ça pour les études Parce que là, tu dis que t'as switché sur les études de commerce, mais est-ce que vous êtes orienté en tant que sportif de haut niveau? On vous aide par rapport à ça ou pas? Alors, tu as un référent dans chaque fédération, alors, on appelle ça un référent socio-professionnel, qui doit gérer beaucoup d'athlètes, mais qui est le référent pour ton suivi socio-pro. Donc, socio-pro, c'est les études comme le début de travail. Après, tu as des petits outils, mais tu dois quand même pas mal gérer toi-même. Ce qui est vraiment génial quand même, c'est que de plus en plus, la Fédé, l'ANS, qui est l'Agence nationale du sport, qui est juste une délégation du ministère, prend de plus en plus en compte la reconversion. Et tu vois, ma formation, moi, elle a été en grande partie financée, par exemple. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment super. Et ils font aussi attention à ce que les athlètes de haut niveau soient pas juste des athlètes de haut niveau, mais qu'eux aussi ils puissent se projeter et réfléchir à ce qu'ils vont faire après. Donc quand même, en France, on est bien accompagné pour la reconversion. Et de plus en plus, ça devient un vrai sujet, je trouve. Mais c'est vrai que l'aspect financier, ouais, c'est intéressant parce que des études de commerce, en général, c'est assez cher quand même. Kiné, bon, pas mal non plus. Ouais, Notre vrai. école à Nantes était quand même assez chère. Donc c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure au début de l'enregistrement, en fait, tu gagnes pas forcément ta vie en faisant du sport, en fait. Donc ça peut être compliqué aussi de faire des études parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, à côté de leurs études, travaillent pour payer leurs études. Mais toi, du coup, tu pouvais pas faire ça en soi. Donc c'est bien qu'il y ait des aides de proposer pour vous, quoi. Complètement, mais là du coup, j'en ai pour maintenant. Mais au début, je m'en souviens vraiment que c'était vraiment difficile, quoi. Donc, tu as les parents qui aident. T'en as qui font, mais comme tu disais, un job étudiant, mais en final, le job étudiant, tu t'entraînes moins, t'es plus fatigué, tu vas en cours. Faut trouver le bon compromis, mais ce qui est sûr, c'est que les parents, au début, moi, mes parents m'ont beaucoup aidé en termes de temps, de finances, de soutien pour que je lâche pas les études, quoi. Toujours par rapport à cet aspect financier, tu parlais de l'armée, donc comment ça se passe en fait? Alors du coup, ça s'appelle l'Armée des Champions, donc c'est l'ancien bataillon de Joinville, qu'ils ont renommé bataillon de Joinville. Il y a 200 sportifs de haut niveau en France qui sont soutenus par l'armée. Ce que fait l'État, en fait, c'est que pour soutenir ces sportifs de haut niveau qui ne gagnent pas leur vie du sport, l'armée recrute des sportifs de haut niveau olympiques dans les sports individuels. Et donc, tu as tout type de sport. Tu as judo, athlé, tir à l'arc. Tu as plein de sports olympiques. Tu vois, la moitié des sportifs de haut niveau à Paris venaient de l'armée. Et donc, c'est un vrai soutien. C'est un soutien financier. C'est aussi un soutien dans le sens où tu appartiens à une famille. Donc, tous les autres sportifs de haut niveau, on se regroupe une fois par an avec d'autres militaires. Donc, il y a vraiment un sentiment d'appartenance très fort. On nous inculque les valeurs de l'armée et ça fait vraiment un très bon mix et ça amène vers de la haute performance. Donc on peut aussi aller s'entraîner au CNSD à Paris, le Centre National Sport Défense, où il y a vraiment, c'est un mini INSEP. C'est vraiment un soutien plus que primordial qu'on a depuis 2020, nous, avec Lucas.
après une carrière de sportif de haut niveau, tu peux après bifurquer à l'armée et travailler avec eux? Ouais, il y en a certains qui bifurquent, ouais. D'accord. Oui, donc ça peut être un plan B aussi. C'est vrai. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ça, aux études? Il y a des choses dont tu voulais parler en particulier ou pas? Non, c'est vraiment. Le mot, c'est engageant, mais c'est pas impossible. Et je pense que de plus en plus, on est en capacité d'avoir des études. Sciences Po le faisait aussi à un moment, mais je crois qu'ils vont arrêter malheureusement. Mais des études adaptées pour être sportif de niveau, il faut vraiment imaginer que c'est compliqué de tout faire en même temps. Et donc, dès qu'il y a des aménagements possibles, il faut pouvoir les prendre, quoi. Alors, on va passer maintenant au dernier tour des confidences. Donc, je vais te poser une série de petites questions. Il y en a 4. Ok. Et tu vas faire des réponses courtes. T'es prêt? Alors, un sportif de haut niveau doit forcément faire des études à côté. Faut que je réponde. Ok. Non. C'est pas obligatoire. Où te vois-tu dans 10 ans dans ta carrière sportive et professionnelle? Je me vois encore sur l'eau. En C'est assez sport, court, ok. ça, ouais. Ouais, alors, tu peux faire Je peux faire un peu tout plus petit long. Je me- Donc en sport, tu te vois toujours sur Ouais, le je bateau, quoi. me vois encore sur l'eau à naviguer, à essayer de régler les voiles, à essayer de partager mon projet. C'est Ouais. vraiment ça qui me plaît. Ok. Les études les plus choisies par les sportifs de haut niveau? STAPS, je pense que la plupart ont fait STAPS. Mais pas. Enfin, la plupart aussi arrêtent au final STAPS. Donc, STAPS, c'est vraiment un choix parce que c'est le sport, mais c'est pas le plus adapté pour faire ta carrière de sportif de niveau en plus. Je pense que c'est très adapté pour être prof de PS, mais de base, les gens vont vers STAPS, je pense. Par rapport aux gens que tu as côtoyés, est-ce que t'en as beaucoup qui ont abandonné leurs études? Oui, franchement, il y en a pas beaucoup, non. Il y en a quelques-uns, mais aussi qui n'étaient pas en phase avec leurs études. C'est-à-dire qu'ils les ont fait, mais ils ont arrêté la licence parce que pour faire ce genre d'études-là, il fallait je sais pas, un master de sociaux. Après, c'est difficile. Tu vois, c'est ça que tu peux faire aussi en STAPS. Mais c'est difficile de créer le lien après avec ta carrière de sportif de niveau, quoi. Ok. Et dernière question, si tu n'avais pas fait une carrière sportive, quel métier aurais-tu fait? Bonne question. Moi, je me rappelle, au début, je voulais dire médecin, mais je suis vraiment très très content de ce que je fais là. C'est une question difficile. Je sais pas ce que j'aurais fait en plus, mais j'avais longtemps dit que je voulais être médecin. Mais ce que je veux au final, c'est être proche des gens, partager et essayer de donner un peu le meilleur de moi-même. Donc je pense, peu importe le métier que j'essaierai de trouver, j'essaierai d'avoir ça, quoi. Ok. Alors, à la fin de chaque épisode, on demande à notre invité de poser une question au prochain invité qui sera dans le podcast, sans savoir qui c'est. Alors, tu n'auras pas de questions de la part d'un invité, car on a décidé de faire participer nos auditeurs à la dernière question qu'on avait posée, et c'était celle de Milena Suro, que tu connais bien. Génial. Donc, du coup, quelle sera ta question pour le prochain invité? Je réfléchis. Moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est qu'est-ce qui fait que tu fais ce sport de haut niveau-là? Qu'est-ce qui fait que tous les jours, tu as envie d'y aller? Qu'est-ce qui te motive au fond? Pourquoi est-ce que tu y vas? Voilà. Et ça, c'est intéressant de poser ces questions-là à chaque fois des gens qui font du sport ou qui mettent beaucoup d'énergie dedans, je trouve. Ok, et je poserai cette question au prochain invité alors. Merci Émile pour cet échange, c'était hyper intéressant de comprendre comment un sportif de haut niveau gère ses études en même temps que sa carrière. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Non, c'était vraiment top. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel échange qu'on a déjà hâte de vous dévoiler. Pour la suite de l'aventure, si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous écrire sur notre compte Instagram Confidences d'un sportif. Et n'oubliez pas de poser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour soutenir le projet. À bientôt!